Le soleil de l'après-midi glissait en biais sur les pavés de la rue, entrait par le vieux cadre de chêne de ma boutique et déposait sur les étoffes une lueur douce, presque dorée. À 65 ans, j'étais habituée à cette lumière de lion, à l'odeur de cire d'abeille qui montait des meubles cirés, au froissement des nappes que je pliais avec soin, au murmure constant du quartier de la Croix-Rousse, où les artisans continuent de saluer la journée, comme on salue une amie fidèle. J'étais en train de lisser au fer un bord de torchon brodé, quand la silhouette d'Isabelle se découpa dans l'embrasure. Ma fille entra, mince, les épaules légèrement rentrées, comme si l'air lui pesait. Elle portait une blouse blanche à manches longues, ce qu'elle n'aimait jamais porter, disant que ça lui tenait trop chaud. J'allais lui demander pourquoi elle venait si tôt, quand je me figeais. Elle posa son cabas sur la table. La manche remonta d'un geste involontaire, révélant sur son poignet une marque sombre, violacée, comme une tache d'encre répandue sur sa peau claire. Mon cœur se serra d'un coup, comme si une main invisible l'avait pris entre ses doigts. Ce n'était pas la trace d'une chute. C'était marqué profond, net, cruel comme l'empreinte d'une main qui ne sait pas retenir sa violence. « Qu'est-ce qui se passe, ma fille ?» demandai-je, la voix tremblante malgré l'effort pour rester calme. Isabelle rabaissa précipitamment sa manche, puis esquissa ce sourire penché. Celui que je connais trop. Celui qui veut dire qu'elle me cache quelque chose. « Ce n'est rien, maman. Je me suis juste heurtée au bord du trottoir. » Sa voix était douce, mais ses yeux fuyaient les miens. Je voulus insister, lui prendre la main, relever la manche pour chercher d'autres bleus. Je restais immobile. Quelque chose en moi me retint, comme la peur que, si je posais une question de plus, la vérité surgirait tout entière et me faucherait. Sans rien dire, je lui avançai une chaise. « Assieds-toi, ma chérie. Je te sers une citronnade. » J'allai à la petite cuisine au fond, tenant la carafe comme on tient une encre, tandis que mon cœur faisait des nœuds. Isabelle avait été ma joie la plus pure, l'enfant au sourire plus lumineux que le matin, celle qui me parlait, autrefois, de sa famille rêvée, simple et heureuse. Maintenant, elle était là, maigre, silencieuse, comme l'ombre d'elle-même. Je posai le verre devant elle, tentai un sourire. Mes yeux, eux, ne quittaient pas son bras. À ce moment, Antoine déboula dans la boutique et s'accrocha à mes jambes. « Mamie, la maîtresse a dit que mon dessin était le plus beau. » Mon petit-fils avait 8 ans. Ses yeux clairs brillaient d'orgueil. Je me baissai, lui ébouriffai les cheveux, et sa joie me réchauffa un instant. Antoine était mon monde, la raison de me lever, de continuer à coudre, de respirer même, depuis que Jeanne s'en était allée. Mais sa joie ne refoula pas l'inquiétude qui me rongeait. Quand Isabelle se leva pour aller chercher un peu de brioche, j'attirai Antoine contre moi. Je baissai la voix. « Dis, mon trésor, ton papa s'est fâché ?» La question m'échappa, et je la regrettai aussitôt. Les yeux du petit se figèrent. Puis il regarda ses chaussures usées. Il ne dit rien. Il fila sans bruit vers le coin où je garde quelques jouets. Son silence me glaça plus que n'importe quelle réponse. Un enfant n'invente pas. Le silence d'un enfant hurle. Isabelle resta un moment, puis annonça qu'elle devait repartir à Marseille pour préparer le dîner. Je les accompagnai jusqu'au coin de la rue, regardant Antoine sauter sur les pierres, la main dans celle de sa mère. Isabelle se retourna, m'étreignit. Ce fut une étreinte froide, retenue, comme si elle dressait entre nous un rideau. Lorsqu'elles disparurent, je rentrai dans la boutique, fermai la porte et m'assis dans la pénombre qui tombait. Les couleurs chatoyantes des tissus
semblait soudain terne, et ma tête, lourde, se vidait de toute pensée cohérente. Je ne voulais pas y croire. Mais je savais. Ce bleu n'avait rien d'un accident. Le silence d'Antoine n'avait rien d'un oubli. Le soir, dans ma petite salle à manger, la lampe jaunâtre dessinait sur le mur des ombres effritées. Je pris mon téléphone. Mon doigt hésita au-dessus du numéro d'Éric. Le gendre en qui, jadis, j'avais cru voir l'homme qui rendrait ma fille heureuse. 3 sonneries. Sa voix, polie et hautaine, me heurta. « Madame Marguerite, que puis-je pour vous ?» Je ne tournais pas autour du pot. « Qu'as-tu fait à Isabelle ?» Ma voix sortit plus ferme que je ne me croyais capable. Il y eut un bref silence, puis un rire moqueur, glacé comme une lame. « Et alors ? Oui, je l'ai frappé. Et vous allez faire quoi ?» Chaque mot claqua comme une gifle. Je voulus crier, hurler, mais je raccrochais. Je ne voulais pas qu'il m'entende faiblir. Je ne voulais pas lui offrir ce plaisir. Je sortis aussitôt. Chez Madame Thérèse, ma voisine, je prétendis avoir besoin de farine. Mais en vérité, j'avais besoin d'un regard humain dans lequel déposer mon angoisse. Elle m'accueillit dans sa cuisine, les mains encore farineuses de ses sablés. Je l'ai vue, votre petite. Elle pleurait, tout à l'heure, devant la porte. Je l'ai appelée. Elle a secoué la tête et s'est enfuie. Sa voix tremblait, la mienne aussi. Je la remerciai, pris le paquet de farine comme on ramasse un message tombé du ciel et rentrai chez moi, chaque pas plus lourd que le précédent. Dans la chambre, j'allumai une bougie devant la photo de Jean. Sur l'étagère, le cadre noir et blanc restait fidèle, ses yeux doux semblant me regarder encore. « Si tu étais là, qu'est-ce que tu ferais ?» soufflai-je, tandis que les larmes me brûlaient les joues. Je priais, pas pour moi, mais pour Isabelle, pour Antoine, et pour avoir la force d'affronter ce qui viendrait. La flamme vacilla, et pendant une seconde, j'eus l'impression que Jean m'écoutait. Le lendemain, je me levais plus tôt que de coutume. La Croix-Rousse n'était pas encore réveillée. L'aube posait sur la ville une fraîcheur de drap propre. Je lissais mes cheveux gris devant le miroir, serrais sur mes épaules mon châle bleu marine. Je voulais paraître forte pour Isabelle. Elle m'attendait dans l'entrée, blouse à manches longues malgré le temps doux, les yeux rougis, mais un sourire bravache accroché aux lèvres. « Maman, ne fais pas d'histoire, » murmura-t-elle. Je lui pris la main. « Viens, nous n'allons pas laisser ça continuer. » Au commissariat du centre, une odeur de café rance se mêlait au ronron d'un ventilateur fatigué. Je conduisis Isabelle droit vers le bureau de l'inspecteur Raymond, que Jean avait connu autrefois. Il était même venu dîner chez nous, riant fort, complimentant mon bœuf aux carottes. Ce matin-là, il était affalé dans son fauteuil. Un pied posé sur un tiroir, l'air de garder une porte dont la clé ne l'intéressait pas. « Inspecteur, je viens pour ma fille. Son mari la frappe. Je veux déposer plainte. » Je racontais tout. Le bleu sur le poignet, l'appel de la veille, l'aveu, la morgue. Je plantais mes yeux dans les siens, guettant un reste d'humanité. Il jeta un regard oblique à Isabelle, puis se pencha sur un formulaire qu'il griffonna sans le lire. « Elle a dû tomber dans les escaliers. Un accident domestique. Vous savez bien. » Sa voix avait le ton qu'on prend pour parler du temps. Le sang me monta à la tête. Je frappai la table. Un silence épais se fit. Ce n'est pas un accident. À ma file, on ne lève pas la main. Ma voix tremblait, non de peur mais d'une colère qui sortait de loin, du fond de tout ce que j'avais été contrainte d'avaler. L'inspecteur leva les yeux, esquissa un rictus.
Rentrez chez vous, madame. Dites à votre fille d'éviter les querelles. Entre mari et femme, la police n'a pas à se mêler. » Ces mots s'enfoncèrent en moi comme un clou tordu. J'aurais voulu lui demander où il avait rangé sa conscience. Isabelle serra mon bras. « Maman, partons !» Ses yeux brillaient que de larmes, de terreur aussi. Cette peur qui vous tord l'estomac parce que vous savez qu'en faisant du bruit vous réveillez la bête. Je saisis sa main et sortis. À chaque pas, l'impuissance me happait davantage. Je refusais pourtant de rentrer sans rien tenter. Sur la presqu'île, dans un immeuble clair aux vitres luisantes, Maître Rivière, réputé à Lyon, recevait. On disait qu'il gagnait de grandes causes. Si la police fermait la porte, peut-être que la loi l'ouvrirait. Dans son bureau de cuir et de verre, il m'écouta, apparemment attentif, faisant rouler un anneau d'or entre ses doigts. Quand je me tus, il posa sur Isabelle un regard qui pesait, puis sur moi un sourire sans chaleur. « Madame, vous devez comprendre qu'Éric a des relations. Faire un scandale serait dangereux. Les premières à souffrir seraient votre fille, le petit Antoine. » Sa phrase, nue, fut une autre gifle. Je me levai sans répondre. Nous sortîmes, étouffés, chacune portant un coin du même fardeau. L'après-midi, je pris le bus pour Marseille. Je n'en dis rien à Isabelle. Je voulais voir par moi-même. Dans la périphérie, la maison qu'Éric avait fait construire étalait sa façade blanche, fière comme un drapeau. Le jardin sentait la cour froide et l'ombre pesante. Madame Béatrice Orval, la mère d'Éric, était assise sous un platane, un verre de jus à la main, l'air d'une reine qui tolère ses sujets. Son regard nous traversa. « Votre fille, Madame Marguerite, ne sait que vivre au crochet de ma famille, même pas capable de tenir une maison. » Sa voix coupait. Je sentis la colère me mordre. J'ouvris la bouche. Isabelle me pinça le bras. « S'il te plaît, maman. » Antoine se cacha derrière elle, les yeux grands, perdus. À cet instant, Éric sortit, remonta sa cravate, indifférent comme s'il sortait pour vérifier la météo. Ses yeux d'acier vinrent se mourir sur moi. « Rentre, Isabelle, » ordonna-t-il. « Ne laisse pas ta mère faire un esclandre. » Je me retournai et m'en allai. Derrière moi, la voix de Béatrice me poursuivit. « Une vieille qui vend des torchons ne va pas venir nous faire la leçon. » Sa phrase me transperça, mais elle ne fit qu'enfoncer mes talons dans la terre d'un autre choix. Je revins à Lyon, à la nuit. La bougie devant le portrait de Jean balançait une flamme fine. Son visage paraissait presque sourire. Je m'assis, essuyai mes yeux, respirai. « Tu disais toujours que la justice trouve son chemin, » murmurai-je. Où est-elle, maintenant? Le commissariat avait ri, l'avocat avait conseillé de se taire, la belle famille avait méprisé, Éric avait avoué et se croyait invincible. Je n'étais qu'une vieille qui vend des tissus, oui, mais une mère n'est jamais petite quand elle défend sa fille. Je tirai le tiroir de la commode. Sous les lettres jaunies et une photo de nous trois, je retrouvai un bout de papier aux chiffres presque effacés. Le numéro de Théodore Henry, vieil ami de Jean. Ancien policier, devenu conseiller juridique, un homme droit, disait Jean. Mes doigts tremblaient en composant. 3 sonneries. Une voix grave. « Allô? C'est moi, Théodore. Marguerite. Ma fille est en danger. Aide-moi. » Il y eut un long silence. Puis, « Ce ne sera pas simple. Si vous avez osé m'appeler, je vous écouterai. Demain, 8 heures,
au café près du marché. Je raccrochais, la main chaude d'avoir serré le téléphone. Dans ma poitrine, quelque chose se dénoua. Pas la douleur, non, mais une corde qui se tend enfin dans la bonne direction. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Le quartier respirait, les volets craquaient, un chien aboyait au loin. Je restais à ma table, une serviette sur les genoux, l'aiguille entre les doigts. Je me piquais sans sentir la brûlure. À chaque point, je voyais le bleu sur le poignet d'Isabelle, le regard éteint d'Antoine, le rire d'Éric. Il croyait que j'étais faible. Il ignorait seulement de quoi une mère est faite quand on la pousse au bord du ravin. L'aube leva un voile pâle sur la colline. Je déposai Antoine à l'école. Il trottinait en me tenant la main, bavard sur un dessin de la veille. Je souriais, le cœur serré. De retour, je demandai à Isabelle de tenir la boutique. « Je dois acheter de nouveaux fils, » mentis-je. Elle hocha la tête, inquiète sans oser poser la question. J'enveloppai mes épaules de mon châle bleu, pris mon sac et descendis vers le petit café du marché. L'odeur du café grillé m'accueillit sur le seuil. Théodore était déjà là, manteau sombre, vapeur montant de sa tasse, les cheveux presque entièrement blancs, mais le regard d'un homme qui ne dort jamais devant l'injustice. Il me fit signe. « Racontez-moi tout, Marguerite. Ne me cachez rien. » Alors, je parlais. Je donnais à cet homme chaque détail comme on vide une maison pour la sauver de l'incendie. Et pendant que je parlais, je sentis, pour la première fois, que la peur reculait d'un pas. Ce n'était qu'un pas, mais c'était déjà un chemin. Je déversais devant Théodore ce que je portais depuis trop longtemps dans ma poitrine. Je lui parlais du bleu sur le poignet d'Isabelle, des manches longues en plein été, du silence d'Antoine quand je lui avais demandé si son père s'était mis en colère. Je lui racontais l'appel téléphonique à Éric, son rire glaçant et ses paroles provocatrices, puis la visite à l'inspecteur Raymond, qui avait osé réduire la douleur de ma fille à une simple chute dans l'escalier. Enfin, je lui décrivis l'attitude de Maître Rivière, ses phrases mielleuses, où l'on sentait pourtant la menace, et la rencontre avec Madame Béatrice, la mère d'Éric, dont les mots avaient piétiné ma dignité. Pendant tout ce récit, je vis Théodore hocher la tête, sans m'interrompre. Ses doigts, bruns et noueux, faisaient tourner lentement la tasse de café. Quand mes mots s'essoufflèrent et que mes larmes coulèrent malgré moi, il leva enfin les yeux vers moi. Son regard avait changé. Il n'était plus celui d'un vieil ami de Jean, mais celui d'un homme décidé. « Marguerite, je dois vous dire la vérité. Éric n'est pas seulement un mari violent. Il est au cœur d'un réseau d'affaires louches. Ses chantiers à Marseille et dans la région sont remplis de factures gonflées, de contrats truqués. Il lave de l'argent à travers la fondation que sa mère a montée en façade. Si vous voulez le faire tomber, il faudra montrer tout cela au grand jour. Et il faudra tenir bon. » Je restais bouche close. Une part de moi aurait voulu n'entendre que la première phrase. Éric, mari violent. C'était déjà assez. Mais l'autre part comprenait que cette violence privée s'enracinait dans un pouvoir public, étendu, corrupteur. Il n'était pas seulement le bourreau de ma fille. Il se croyait intouchable, parce qu'il avait acheté silence et complaisance autour de lui. Théodore sortit un vieux portefeuille de cuir. Il en tira un épais dossier, qu'il posa sur la table entre nous. J'ai commencé à rassembler quelques pièces, rien encore de définitif. Mais regardez, ses doigts firent glisser devant moi des photocopies de contrats où les prix des matériaux étaient doublés, parfois triplés. Je vis aussi des relevés de comptes où l'argent partait vers la fondation
Béatrice Orval Solidarité, pour revenir ensuite sur les comptes de l'entreprise d'Eric. Je lus, incrédule, la mention manuscrite sur un reçu. Garantie de protection. Inspecteur Raymond. Je sentis mes mains trembler. Ce n'était plus seulement ma douleur qui était inscrite là. C'était tout un monde pourri. Eric frappait Isabelle parce qu'il savait qu'aucun inspecteur, aucun avocat ne lèverait le doigt contre lui. Je refermais le dossier avec lenteur, comme si je risquais de me couper. « Que puis-je faire, moi ?» demandai-je dans un souffle. Théodore inspira longuement. « Nous avons besoin d'un témoin de l'intérieur. Quelqu'un qui connaît l'entreprise de Marseille, qui a vu les comptes. » Oh, mon Dieu, j'eus un nom au bord des lèvres. Carmen, l'amie d'Isabelle. Elle y travaille depuis des années comme comptable. Ses yeux s'allumèrent. Parfait. Si elle accepte, nous aurons une arme de plus. Mais préparez-vous, Marguerite. Ce sera dangereux. Je hochai la tête. Mon cœur battait fort, mais un feu nouveau y brûlait. J'étais encore une vieille femme de 65 ans, vendeuse de tissus et de nappes brodées. Mais j'avais enfin une direction. Le soir, quand je revins à la boutique, Isabelle était derrière le comptoir, occupée à plier des serviettes devant un couple de touristes. Je la regardais de loin, ses gestes précautionneux, son sourire fragile. Je pensais à Carmen. Oui, c'était elle, la Clef. Il fallait que je la voie. Quelques jours plus tard, j'attendis Isabelle pour lui parler de son amie. Mais je la trouvais si fatiguée, les traits tirés, qu'aucun mot ne me vint. Alors, je décidai d'agir seule. J'allais frapper à la porte de Carmen, dans une ruelle de Marseille, où les immeubles portent encore les traces d'anciennes lessives étendues au balcon. Elle m'ouvrit, surprise. « Madame Marguerite, vous ici ?» Je sentis son hésitation, mais aussi une pointe de curiosité. Nous nous assîmes autour d'une table recouverte d'une toile cirée à fleurs. J'expliquai sans détour ce que je savais, ce que je soupçonnais, ce que je venais d'apprendre de Théodore. Elle m'écouta, pâlissant au fur et à mesure. Quand je prononçai le nom de l'inspecteur Raymond, ses mains se crispèrent. « Madame, » dit-elle à voix basse, « si je parle, je perds mon travail. Et vous ne savez pas, Eric peut être très dangereux. » Je lui pris la main. « Carmen, ma fille est en train de se perdre. Mon petit-fils grandit dans la peur. Vous êtes la seule qui puissiez changer le cours des choses. » Oh ! Je vis ses yeux se remplir de larmes. Elle hocha la tête, sans dire oui, sans dire non. Mais je savais qu'une brèche s'était ouverte en elle. Quelques jours passèrent. La rumeur d'un scandale commença à se répandre. Dans le marché de Lyon, j'entendis des clientes chuchoter. On dit que l'entreprise Orval Construction a des comptes pas très clairs. Je continuais à plier mes nappes, mais mes mains tremblaient. Je savais que c'était Théodore qui avait lancé les premières pierres. Un après-midi, Antoine entra en courant dans la boutique. Dans ses mains, un dessin maladroit, mais plein de couleurs. Il m'appela fièrement. « Regarde, mamie, c'est maman !» Je pris la feuille. On y voyait une maison, un arbre, un soleil et une femme. Mais sur le bras de la femme, des taches noires. « Pourquoi as-tu dessiné ça ?» demandai-je doucement. Antoine haussa les épaules, naïf. « C'est parce que maman a toujours des bleus. » Mes jambes fléchirent. Je pris l'enfant dans mes bras, le serrai fort pour qu'il ne voie pas mes larmes. À ce moment-là, je compris que je n'avais plus le choix. Si je ne faisais rien, ces bleus deviendraient ses souvenirs d'enfance. C'est à cette période
qu'Éric décida de montrer sa force. Une nuit, alors que je rangeais les tissus dans la boutique, des phares violents traversèrent la vitrine. La camionnette noire d'Éric s'arrêta. Il ne descendit pas. Il baissa la vitre et me jeta un regard froid, un regard qui disait sans un mot « Je sais ce que tu fais, et tu n'es rien ». Puis il repartit dans un nuage d'essence. Je restais debout, tremblante, mais je ne reculais pas. Cette nuit-là, devant le portrait de Jean, je répétais « Tu vois, il croit me faire peur, mais je ne reculerai pas. Pas pour Isabelle, pas pour Antoine. » Une semaine plus tard, Théodore entra dans ma boutique, porteur d'un vieux cartable gonflé de papier. Nous nous réfugiâmes dans l'arrière-salle. Il étala devant moi des dossiers, des factures, des extraits de comptes. « Voilà les preuves, » dit-il d'une voix basse. Des contrats truqués, des sommes détournées, des signatures de Raymond et même de Rivière. Avec ça, il ne pourra pas s'en sortir. Je posais mes mains tremblantes sur les papiers. C'était comme toucher des armes invisibles. Chaque ligne était une balle contre l'impunité d'Éric. Mais plus je lisais, plus je comprenais aussi le danger. Si ces papiers sortaient au grand jour, ils ne se contenteraient pas de menaces. Théodore alluma une cigarette. La fumée s'éleva, se mêlant à l'odeur de cire et de tissu. Nous allons envoyer un dossier anonyme au ministère. Mais pour frapper plus fort, il faut une voix publique, un journaliste. Je pensais aussitôt à la jeune femme venue la semaine précédente, micro à la main dans ma boutique. Anaïs, reporter d'une chaîne locale. Elle avait posé la question de front. Est-il vrai qu'Éric frappe sa femme? J'étais restée muette. Mais peut-être que désormais, ce silence devait céder. Ce soir-là, Isabelle vint à la boutique avec Antoine. Elle s'assit, l'air épuisé. Je posai ma main sur la sienne. « Ma fille, nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais je te promets une chose. Tu ne seras plus seule. » Elle me regarda, les yeux remplis de larmes, mais ne répondit pas. Peut-être sentait-elle qu'une tempête s'annonçait. Peut-être craignait-elle davantage encore ce que je préparais. Moi, je savais une seule chose. La peur ne pouvait plus nous retenir. Pour Isabelle, pour Antoine, je devais aller jusqu'au bout. Le matin suivant, je me rendis chez Carmen avant l'heure de bureau. La lumière bleue de Marseille se déposait sur les façades, et la mer, plus loin, respirait comme un animal endormi. Carmen m'ouvrit avec ce même mélange de prudence et de gentillesse qui la rendait si humaine. Elle m'invita là entre. Sur la table, une pile de relevés et un petit ordinateur portable ouvert attendaient déjà. Elle avait veillé, je le vis tout de suite, et cela me serra le cœur. « J'ai relu des contrats pendant la nuit, » dit-elle sans préambule. « Il y a des anomalies partout, des chantiers facturés 2 fois, des matériaux déclarés et jamais livrés, des virements au nom de la fondation de Madame Béatrice. J'ai fait des copies. » Elle sortit d'un tiroir une clé USB qu'elle posa sur la nappe comme on pose une clé de maison. « Mais j'ai peur, Madame Marguerite. Éric s'est surveillé. Il connaît les habitudes de chacun. » Je posai mes doigts sur les siens. « Ta peur est légitime. Nous ne te demanderons jamais de te mettre en danger inutilement. Mais si tu décides d'aider, ce n'est pas seulement Isabelle que tu sauveras. C'est une manière de vivre. C'est l'avenir d'Antoine. » Elle hocha la tête, lentement. Je ne peux plus regarder ailleurs. Elle inspira, droit dans mes yeux. « Je témoignerai, mais pas à découvert d'abord.
Laisse-moi parler à une journaliste de confiance. Si je sens que je ne serai pas livrée en pâture, j'irai plus loin. » Je pensais aussitôt à la jeune reporter venue à la boutique de Lyon. Elle s'appelait Anaïs Méjean. Elle avait posé sa question avec douceur, mais sans détour. Je composais son numéro depuis la cuisine de Carmen, la voix sèche de n'avoir pas dormi assez. Anaïs répondit, attentive, presque trop vite. J'entendis derrière elle un brouhaha de rédaction, puis un silence. « J'arrive à Marseille en fin d'après-midi, » dit-elle. « Trouvez un endroit discret. Pas de café à la mode. Une arrière-salle. Une pièce sans miroir. Et pas de téléphone sur la table. » Oh. Sa gravité me rassura. Nous convînmes d'un lieu modeste, à l'arrière d'une librairie de quartier où Carmen avait ses habitudes. L'après-midi tomba sur la ville en l'atteignant de cuivre. À l'heure dite, Anaïs poussa la porte. Un carnet simple à la main, pas de caméra. Elle salua Carmen d'un signe bref, me remercia du regard, puis s'assit. « Parlez-moi des chiffres, » dit-elle. « Des dates, pas d'imprécision. Je peux vous promettre une seule chose. Si je publie, je publierai solide. » Carmen déplia son dossier, méthodique, presque calme tout à coup. C'était ainsi qu'elle dominait sa peur, par l'ordre. Elle expliqua comment les montants avaient été gonflés, comment les appels d'offres avaient été biaisés, comment la fondation de Madame Béatrice servait de couloir entre l'argent public et les comptes de l'entreprise. Elle montra des mails imprimés, des signatures, des tableaux. Elle exposa ses preuves comme on aligne des cailloux sur un chemin dans la forêt pour ne pas se perdre. Anaïs posait peu de questions. Elle notait, notait, notait. À la fin, elle resta silencieuse un moment, puis conclut d'une voix calme. « Si ce que vous dites est exact, ce n'est pas une tâche, c'est un système. » Elle rangea son carnet. « Je ne vous demande pas de me faire confiance aveuglément, » ajouta-t-elle en nous regardant l'une et l'autre. « Mais si je publie, je ne vous laisserai pas seule. Je travaillerai avec une cellule d'investigation et un avocat du journal. » Je sentis mes poumons se remplir pour la première fois depuis des jours. À Marseille, l'air sentait le sel et la promesse. Nous nous quittâmes sans effusion. Le sérieux était notre allié. De retour à Lyon, je retrouvai la boutique. Les mêmes coupons de tissu, la même odeur de cire, les mêmes clientèses qui saluent, qui racontent leur petite vie. Et sous ce calme, un grondement. Les premiers murmures publics étaient devenus des phrases plus nettes. On disait « Orval Construction », comme on dit un mal connu. On citait des montants. On prononçait déjà le mot « plainte ». Je sentais la ville se retourner peu à peu, comme un vierge qui accepte enfin d'ouvrir les yeux. Ce fut à ce moment qu'Éric perdit sa mesure. Un soir, alors que je baissais le rideau métallique, des phares stoppèrent notre cours devant la vitrine. La camionnette noire se rangea au ras du trottoir. La portière claqua. Il s'avança, sans précipitation, mais chargé d'une rage contenue. Sa chemise, froissée, collait à son dos. Ses yeux, injectés, cherchaient les miens comme on cherche une cible. Il frappa du poing sur la vitre. « Ouvre, vieille !» La rue résonna. Des fenêtres s'entrebâillèrent. Je déglutis, mais je redressai la tête. D'un geste, je relevai à moitié le rideau et sortis, m'avançant jusque sur les pavés. « Tu es venu crier ?» dis-je doucement. « Va crier ailleurs. Ici, on vend des nappes. » Il eut un rictus. « C'est toi qui remuses la boue. Tu crois que tes tissus vont te protéger ?» Je restai à distance, consciente des regards.
Je vis Madame Thérèse, discrète, dans l'ombre de sa fenêtre. Je vis un jeune voisin lever son téléphone. Éric le remarqua aussi. Il fit un pas vers moi, puis se ravisa. Sa voix se brisa en une menace. « Tu vas regretter. Tu vas perdre la boutique. Tu vas perdre ton nom. »« Mon nom n'est pas à vendre, » répondis-je. « Le tien, tu l'as déjà vendu. » Un silence tomba, lourd comme une plaque de fonte. Éric jeta autour de lui un regard rapide, sentit la rue contre lui, murmura un juron et remonta dans sa camionnette. Les pneus crièrent sur le pavé. Le nuage d'essence me piqua la gorge. Je gardai la tête haute jusqu'à ce que les fardes s'éteignent au coin de la rue. Alors seulement mes jambes fléchirent. Madame Thérèse traversa, me soutint par le bras, sa main fraîche et ferme. « Vous n'êtes pas seule, ma belle, » souffla-t-elle. Je lui serrai la main. Cette phrase simple me sauva. Le lendemain, au petit jour, Théodore vint à la boutique, l'air de pierre de celui qui s'est fait à l'idée d'une bataille. Il posa sur le comptoir un dossier relié. « C'est prêt. »« Les ministères ?»« Oui. Travaux publics, finances. Et... » Il hésite, puis ajouta. « Une copie pour le parquet. » Je sentis à la fois une délivrance et une inquiétude plus vive. « Anaïs ?»« Elle publiera, » dit-il. « Pas tout, pas les noms des témoins, mais assez pour que la presse nationale reprenne. » Je me tuse. Il n'y avait rien d'autre à dire. Le pas avait été franchi. Nous avions tiré sur la corde. Elle allait sonner. Je regardais la photo de Jean, au fond de la boutique. La flamme de la bougie vacilla et reprit sa taille. « Reste avec nous, » pensai-je sans voix. La première salve parut un mardi, à l'heure du marché. Le papier du kiosque sentait l'encre fraîche. Sur la une, un titre sobre. « Travaux truqués, le système Orval dans le collimateur. » Un encadré parlait de « violence intrafamiliale ». L'article d'Anaïs était précis, sec, rempli d'exemples, de chiffres, de dates. Il n'y avait pas de cris, pas d'insultes, pas de raccourcis, seulement la patience des faits. Au fil de la journée, les chaînes d'infos relayèrent. Puis des élus locaux demandèrent des comptes. L'après-midi, un micro-trottoir passa à l'écran. On y voyait ma vitrine 2 secondes, sans mon nom. Et une voix poète expliquait que le silence des témoins n'était pas un crime, mais la conséquence d'une peur organisée. Isabelle entra en trombe, le journal serré contre sa poitrine. Son visage était très pâle, mais ses yeux brillaient d'une lueur neuve. « Maman, c'est sorti, c'est vraiment sorti. » Elle s'assit, s'agrippa à ma main. « Et s'il se venge ?» Je respirai lentement. « Il s'emportera, mais plus il s'agite, plus il se montre. » Antoine, derrière elle, tapotait sur le verre avec son dessin du jour. Cette fois, la maman avait des bras sans tache. Je ne pus m'empêcher de sourire. « C'est beau, mon ange. » Il hocha la tête, fier. La maîtresse a dit que j'avais dessiné le soleil comme un vrai. Nous fûmes interrompus par l'entrée d'un homme en costard sombre. Il se présenta. Un huissier, porteur d'une mise en demeure signée des avocates d'Éric. Ils exigeaient un droit de réponse et surtout que je cesse toute diffamation. Je pris l'enveloppe, poliment, la posai sur le comptoir sans l'ouvrir. « Vous transmettrez ma réponse à vos clients. » dis-je avec une douceur qui me surprit. « Qu'ils répondent au juge. » L'huissier inclina la tête, comme soulagé de n'être pas plus mal reçu, puis sortit. Le calme revint. Je sentis la main d'Isabelle trembler sur la mienne. « Je ne sais pas si je dois avoir peur ou pas, » dit-elle,
un sourire fragile aux lèvres. Les deux, peut-être. Les deux, confirmai-je. Mais surtout, nous ne sommes plus seuls. Le soir, Anaïs m'appela. Sa voix était posée, mais je reconnus une fatigue au bord. « Merci d'avoir tenu, Madame Marguerite. Demain, je diffuse un second volet. Des élus ont demandé une commission d'enquête. On parle déjà de suspension provisoire de certains marchés à Marseille. » Je m'assis, les jambes soudain lourdes, comme si je redescendais d'un pont étroit. Et Carmen ? Protégez-la encore quelques jours. J'ai noyé ces documents dans d'autres sources. Mais Éric n'est pas idiot. Il devinera. Je promis. Après l'appel, je restai un long moment immobile, le téléphone dans la main, à écouter l'air s'épaissir autour de moi. Puis, je me levai, allumai la bougie devant le portrait de Jean, et, dans la lumière tremblante, je prononçai son nom. Merci. Je ne m'adressais à personne en particulier, ou peut-être à tous ceux qui, sans bruit, avaient fait un pas de côté pour nous laisser passer. Carmen, Anaïs, Théodore, Madame Thérèse, même ce jeune voisin avec son téléphone. 2 jours plus tard, la vraie colère d'Éric éclata. Pas la colère sourde des fardes dans la nuit. Une colère publique, maladroite, qui sentait la peur. Il arriva en milieu d'après-midi, alors que la rue était pleine, pas seul cette fois. 2 hommes l'accompagnaient, mal rasés, veste ouverte. Ils restèrent à distance, comme des chiens qui attendent un sifflet. Éric s'avança jusqu'à la porte. « Tu vas retirer tout ça, » lança-t-il. « Tu vas dire que tu as menti, ou je fais fermer cette échoppe en 1 semaine. » Je le laissai parler. Les voisins s'étaient immobilisés. Même les volets semblaient retenir leur souffle. Je répondis d'une voix lente, parfaitement audible. « Je n'ai rien à retirer. La vérité n'a pas besoin de mes mensonges. » Il brandit l'enveloppe de son huissier, la déchira comme pour montrer qu'il ne croyait plus au papier. Puis, il fit un pas. J'entendis, très loin, la sirène d'une voiture. Éric l'aperçut aussi. Il se raidit, jeta une insulte et recula, fit un signe à ces 2 hommes. Ils repartirent. La sirène se tut. On aurait dit que la ville, elle-même, avait souri. Je rentrai dans la boutique, fermai un instant les yeux. Isabelle se jeta dans mes bras. « Maman !» Elle ne dit rien d'autre. Son front contre mon épaule suffisait. Je la serrai fort. « Ça y est, » pensai-je. Nous ne sommes plus dans la nuit. Mais je savais aussi que l'aube n'était pas encore le plein jour. Il restait le plus dur, contraindre Éric à reconnaître, non pas devant moi, non pas devant Isabelle, mais devant tous, faire tomber la façade, l'amener à ce point où l'orgueil cède, où l'on pose les armes. Théodore m'avait parlé d'une stratégie. Il fallait maintenant la suivre jusqu'au bout, sans trembler. Je rouvris les yeux. Antoine me regardait, sérieux comme un petit homme. « On va gagner, mamie. » Je m'accroupis pour être à sa hauteur. « On va tenir. Et parfois, tenir, c'est déjà gagner. » La bougie, au fond de la boutique, ne vacillait plus. Elle brûlait droite. La tempête était maintenant au grand jour. Dans les journaux, sur les ondes, dans les conversations de marché, le nom d'Éric circulait comme une monnaie souillée. Certains le défendaient encore, rappelant ses dons aux associations locales, ses sourires lors des inaugurations de chantiers. Mais la plupart baissaient en la voix et admettaient qu'ils avaient toujours soupçonné quelque chose. Le parfum de scandale se mêlait à l'odeur des fruits et des fleurs dans les ruelles de Lyon.
Et moi, je continuais à tenir la boutique, les mains occupées, à plier des nappes, la tête occupée à penser à la suite. Un matin, Théodore entra d'un pas ferme, son manteau encore humide de pluie. Il avait ce regard de chasseur qui sent la proie blessée. « Marguerite, il est en train de vaciller. » Ses avocats se contredisent. Ses partenaires s'éloignent. Mais il ne tombera pas sans se débattre. Il posa un paquet de documents sur la table. Voilà la pièce finale. Des transferts bancaires directs sur son compte personnel, liés à des marchés publics. Il ne pourra pas dire que c'est une erreur de comptabilité. Je pris les papiers, mes yeux courant sur les lignes comme sur des sentiers abrupts. Chaque chiffre, chaque signature était une pierre de plus dans le mur qui se refermait sur lui. Mais au fond de moi, je savais qu'il restait une bataille à mener, la plus douloureuse. L'obliger à admettre aussi ce qu'il faisait à Isabelle. Pas seulement ses fraudes, pas seulement son avidité, mais la violence intime, celle qui laisse des marques invisibles autant que des bleus. « Comment y arriver ?» demandai-je d'une voix basse. Les journaux parlent de corruption, mais des coups, il n'y a que moi, Isabelle et Antoine pour savoir. Théodore s'assit, soupira longuement. Il faudra qu'Isabelle parle, devant un juge, ou au moins devant un micro. Sans elle, ce pan de vérité restera caché. Je secouai la tête. Elle tremble rien qu'à l'idée. Elle craint de perdre Antoine. Elle se dit qu'Éric la punira. Il posa sa main sur la mienne. Alors il faudra l'accompagner, pas la pousser, la convaincre qu'elle n'est pas seule. Le soir même, je trouvais Isabelle assise dans la cuisine, la tête entre les mains. Antoine dormait déjà. Je m'approchai, lui caressai les cheveux comme quand elle y était enfant. « Ma fille ?» murmurai-je. Tout le monde parle d'Éric. Bientôt, il devra répondre de ses affaires. Mais s'il n'avoue pas aussi ce qu'il t'a fait, tu resteras prisonnière. Elle leva les yeux, rougit de larmes. « Maman, tu ne comprends pas. Si je parle, il dira que j'invente. Il dira que je veux lui nuire. Et il a des alliés partout. » Je pris ses mains. « Écoute-moi. Tu as déjà payé trop cher en silence. Ton fils voit tes bleus. Il les dessine. Tu crois le protéger, mais c'est ta peur qui le blesse. Si tu parles, tu trembleras, oui, mais tu ouvriras une porte. » Elle resta longtemps muette, puis un sanglot secoua ses épaules. Je la serrai contre moi. « Nous serons derrière toi, Isabelle. Moi, Théodore, même Anaïs. Tu n'es pas seule. » Bon. 2 jours plus tard, Anaïs nous rejoignit discrètement dans l'arrière-salle de la boutique. Son carnet à la main, son regard clair et ferme. Elle s'adressa directement à Isabelle. « Je n'écrirai rien sans ton accord. Mais si tu acceptes de me confier ton histoire, même anonymement, je peux publier. Et si un jour tu es prête à mettre ton nom, ce sera une arme définitive. » Isabelle tremblait. Ses doigts jouaient avec l'ourlet de sa manche. Elle me regarda, puis regarda Anaïs. Enfin, d'une voix presque inaudible, elle dit « Oui, mais sans mon nom, pas encore. » Anaïs hocha la tête. « Ce sera suffisant pour lancer l'enquête judiciaire. Les procureurs n'ignorent plus les victimes quand l'opinion publique les regarde. » Je vis alors une lueur étrange dans les yeux de ma fille. Ce n'était pas encore de la force, mais ce n'était plus seulement de la peur. Peut-être un mélange des deux, un pas vers la liberté. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon. Chaque matin, les journaux titraient un peu plus fort. Les contes d'Éric étaient étalés en pleine page.
Les radios parlaient de empire en ruine. Les voisins de Marseille racontaient aux caméras des anecdotes qu'ils taisaient depuis des années. Des colères, des menaces, des cris derrière les murs. Le nom Orval, autrefois prononcé avec respect, devint synonyme de honte. Mais plus la vérité avançait, plus la menace se rapprochait de nous. La nuit, je sursautais au moindre bruit dans la rue. Un soir, des pas lourds résonnèrent devant la boutique. Au matin, je trouvais la serrure forcée, la vitrine griffée d'insultes. Antoine pleura en voyant les éclats de verre. Je le pris dans mes bras. « Ce n'est rien, mon ange. Ce ne sont que des vitres. Toi et ta maman, voilà ce qui compte. » Mais au fond, je savais que c'était un avertissement. Théodore, alerté, renforça les précautions. « Ne sortez jamais seul la nuit, » ordonna-t-il, « et gardez toujours quelqu'un dans la boutique. » Anaïs, de son côté, accéléra la publication. Plus vite la lumière serait forte, moins l'ombre pourrait frapper impunément. Le point culminant arriva un vendredi matin. Anaïs m'appela, la voix vibrante. « Préparez-vous. Ce soir, je diffuse un reportage complet, avec témoignages anonymes. La violence conjugale ne pourra plus être cachée. » Je passais la journée comme en apnée. Isabelle resta près de moi. Antoine dessinait silencieusement à la table. Quand l'heure vint, nous allumâmes la vieille télévision de la cuisine. L'écran montra Anaïs, sérieuse, présentant l'affaire Orval. Puis vint une voix déformée, un visage flouté. La voix racontait les coups, les menaces, la peur quotidienne. C'était celle d'Isabelle. Mais protégée. Je vis ma fille se couvrir le visage de ses mains, ses épaules secouées de larmes. Antoine la regardait sans comprendre. Mais je posai ma main sur son épaule. « Ta maman est courageuse, » lui dis-je doucement. Elle dit la vérité. Quand le reportage se termina, le téléphone se mit à sonner sans arrêt. Des voisines, des clientes, des cousines éloignées. Toutes disaient la même chose. « Tu n'es pas seule. » Isabelle pleurait. Mais ses larmes n'étaient plus seulement de douleur. Le lendemain, la justice annonça l'ouverture officielle d'une enquête. Éric fut convoqué à Marseille. Je l'imaginais, furieux, tempêtant dans ses bureaux, cherchant à qui reprocher sa chute. Mais cette fois, la machine ne dépendait plus de lui. Elle s'était mise en marche et il n'avait plus la main. Pourtant, je ne me fis pas d'illusions. Un homme comme lui ne se laisse pas abattre sans dernière morsure. Je le savais. Je m'y préparais. Mais pour la première fois depuis longtemps, je sentais qu'une porte s'était entr'ouverte. Et derrière, peut-être, un peu de lumière attendait Isabelle et Antoine. Ainsi s'acheva ce chapitre de notre combat. Mais dans mon cœur, je savais que l'histoire n'était pas terminée. Car la vérité, une fois sortie, attire toujours la colère de ceux qu'elle menace. Et cette colère, bientôt, allait frapper à nouveau à notre porte. Le week-end suivant fut un long couloir de silence tendu. Dans la boutique, je pliais, dépliais, alignais les nappes, comme pour imposer de l'ordre au vacarme de mes pensées. Les clientes entraient à pas feutrés, jetaient des regards à la télévision muette, posaient une main chaude sur mon avant-bras, glissaient un « on pense à vous » avant de repartir. La Croix-Rousse, d'ordinaire bavarde, nous enveloppait d'une pudeur nouvelle. La nuit, l'immeuble respirait trop fort, comme s'il craignait une secousse. Je dormais peu. À chaque craquement, je me redressais, prête à courir jusqu'au lit d'Isabelle, à retenir la porte, à faire rempart de mes 2 bras. Le lundi matin, le téléphone sonna tôt. Théodore.
Sa voix était grave, posée. Le parquet ouvre une information judiciaire à Marseille pour corruption, blanchiment, favoritisme. Et à Lyon, la procureure diligente une enquête pour violences intrafamiliales. Je sentis mes épaules s'affaisser, comme si l'on déposait enfin un sac trop lourd à terre. Mais écoutez-moi, Marguerite, et gravez mes mots. C'est maintenant qu'il va tenter de vous faire peur. Vous ne changerez plus rien à la procédure. En revanche, il peut essayer de casser vos nerfs. Je regardais la table où Antoine coloriait un soleil avec application. Nous tiendrons, répondis-je simplement. Il hocha la tête à l'autre bout du fil, même si je ne pouvais pas le voir. J'ai une idée, ajouta-t-il. Nous allons lui retirer sa dernière arme, l'ombre, qu'il soit obligé de parler à la lumière, mais pas n'importe comment. Sur son propre terrain. Sa phrase resta suspendue. « Explique, dis-je. »« Pas au téléphone, trancha-t-il. Je passe cet après-midi. » Il arriva sous une pluie fine. Son pardessus assombri d'éclats d'eau. Nous nous réfugiâmes dans l'arrière-salle. Il déplia un plan, aussi clair qu'une couture droite. Il craint la perte de ses marchés plus que tout. Sa réputation publique est sa monnaie. S'il pense qu'une confession peut sauver quelques ponts avec les élus, il parlera. Pas parce qu'il regrette, parce qu'il calcule. Il marqua une pause. Anaïs prépare un plateau spécial. Une interview à Marseille avec plusieurs entrepreneurs locaux. Si nous le poussons jusqu'à ce fauteuil, si l'enquête financière le serre au cou au même moment, il craquera devant les caméras. Et si dans ce mouvement, on place la question d'Isabelle, il sera trop tard pour mentir sans se contredire sur tout le reste. Je restais silencieuse un instant. L'idée me glaçait et me rassurait tout à la fois. L'obliger à s'asseoir, à répondre, à ne plus se cacher derrière des avocats. Il pourrait s'enfuir, soufflai-je. Il a trop à perdre pour disparaître, répliqua Théodore. Et puis, il croit encore à sa propre légende. Les hommes comme lui montent sur scène persuadés qu'ils sauront retourner la foule. C'est là que l'on peut défaire leur récit. Isabelle entra sans bruit, attirée par nos voix basses. Elle nous observa, pâlie mais droite. « On parle encore de lui », dit-elle avec une lassitude qui me transperça. Théodore se leva, inclina la tête avec une délicatesse ancienne. « On parle de vous libérer pour de bon, madame. » Elle serra ses doigts l'un contre l'autre. « S'il doit parler, je veux que ce soit vrai. Pas un demi-mot, pas une excuse écrite par un autre. Sa voix trembla, mais ne se brisa pas. Sinon, je continuerai. Je posai ma main sur la sienne. Nous irons jusqu'au bout. La riposte d'Éric ne tarda pas. Le mardi, un courrier recommandé, épais, tomba comme un pavé dans notre boîte. Son avocat réclamait la garde alternée d'Antoine, prétendant l'aliénation de l'enfant par sa mère et sa grand-mère. Isabelle blêmit. Je pris la lettre, la relus, la repliai proprement. « C'est une intimidation, dis-je, même si mes mains tremblaient. Théodore, alerté, fonça chez nous. Il tente de vous faire reculer par l'endroit le plus vulnérable, gronda-t-il. J'appelle tout ça de suite un confrère spécialisé. On va déposer en urgence des attestations, y joindre le témoignage du médecin, les photos des bleus, les relevés d'appel où il vous menace. » Isabelle porta les doigts à sa bouche, luttant contre des sanglots. « Il ne prendra pas mon fils.
répéta-t-elle, comme une prière. Non, dis-je. Non. Le soir, Anaïs nous téléphona. J'ai l'accord de la rédaction pour un plateau à Marseille, vendredi. Des élus, un économiste, un avocat, et un siège pour Éric, s'il accepte. Elle marqua un temps. Je sais qu'il acceptera. Les hommes qui se construisent des châteaux de miroirs veulent toujours y voir leur reflet jusqu'au bout. Elle souffla. Je poserai la question. Pas comme un piège, mais comme un fil qui mène au cœur. Et je la remerciai. Quand je raccrochais, la bougie devant le portrait de Jean avait diminué d'1 centimètre. « Tiens-nous », murmurai-je. « Nous sommes presque au bord. » Mercredi fut une journée de guet. Dans la boutique, je n'entendais plus que l'horloge. Des pas s'arrêtaient parfois devant la vitrine. Des voisins faisaient semblant d'examiner les tissus, me glissaient un clin d'œil solidaire. À midi, Carmen m'appela d'une cabine. Elle n'utilisait plus son portable sauf pour l'essentiel. Sa voix était basse, contrainte. « On a vidé mon bureau ce matin. Ils disent qu'on réorganise. » Un silence. Ce n'est pas grave. J'avais pris copie de tout. Je sentis la colère battre dans mes tempes. « Tu n'es pas seul. Pour toi aussi, nous déposerons une alerte. Et si tu veux, viens à Lyon quelques jours. » Elle hésita. Je viendrai après l'émission. Je veux regarder ça ici. J'ai besoin de le voir tomber là où il m'a humilié. Je ne discutais pas. Je compris. Dans l'après-midi, j'allais chercher Antoine à l'école. Il sortit en courant, me tendit un cahier. J'ai appris une nouvelle chanson. Il la fredonna à mi-voix, appliquée, et je sentis quelque chose fondre en moi. Une tristesse qui se dénoue, une peur qui capitule. Les enfants, parfois, cousent dans nos jours un fil d'or, que personne d'autre ne voit. En rentrant, il posa son cartable, tira une feuille. Il dessina 3 silhouettes sous un ciel bleu. « Maman, mamie et moi », je le félicitais. Il ajouta un détail. Une bougie au fond, minuscule. « C'est pour Papy Jean », dit-il sans lever la tête. Je crus sentir la main de mon mari se poser sur mon épaule. Jeudi matin, l'orage éclata. Pas dans le ciel. Il faisait froid mais clair. Dans les couloirs où circulent les nouvelles qu'on ne met pas encore dans les journaux. Théodore entra, essoufflé d'avoir gravi trop vite les escaliers. Ils ont perquisitionné 2 sites d'Orval à Marseille à l'aube. Il posa ses mains sur le comptoir pour reprendre souffle. Les ordinateurs, les serveurs, des dossiers. Et il me fixa. Convocation d'Éric pour demain matin juste avant l'émission. Ils savent ce qu'ils font. Ils vont le vider d'assurance et le laisser choisir l'arrogance ou l'aveu. Isabelle, qui cousait une étiquette, releva la tête. Son visage avait repris de la couleur ces derniers jours. « Il ira quand même sur le plateau ?» Théodore eut un sourire sans joie. « Il ne peut que ça. Il a besoin de se raconter. » Il se tourna vers moi. « Ce soir, je veux que vous dormiez. Même 3 heures. Demain, il faudra tenir droit. Dans ces moments-là, la droiture de ceux qui ont souffert est plus puissante que les dossiers. Elle fait tomber les masques. » Je promis. Je tins presque parole. Vendredi, la journée eut la texture d'un verre sous tension. À Marseille, les chaînes d'infos filmaient l'entrée d'un bâtiment où l'on ne voyait que des silhouettes, des vestes sombres, des mallettes. À Lyon, je préparais la boutique comme pour un jour ordinaire. Rideaux levés, tissus pliés, bougies allumées. Isabelle s'assit près de la caisse. Elle avait mis une chemise bleue toute simple.
les cheveux tirés, le visage nu. Antoine, confié à Madame Thérèse, jouait au memory à côté, la langue entre les dents tant il se concentrait. Le téléphone vibra. Anaïs. Nous sommes en place. Il a confirmé. Je vous envoie un lien privé. Vous pourrez voir la régie. Je posai le téléphone contre une boîte à rubans, le son faible pour ne pas troubler le quartier. Dans la petite lucarne, je vis le plateau. Sobre, table claire, chaise, verre d'eau. Anaïs souriant à peine, concentrée. Un conseiller municipal, un économiste, un avocat, une chaise vide. Elle ne le resta pas longtemps. Éric entra, cravate serrée, mâchoire dure. Son regard fit le tour, rapide. Je reconnus cette façon de mesurer l'espace comme on jauge un ring. Il s'assit. La musique d'ouverture s'éteignit. Anaïs prit la parole, claire. Elle déroula des faits, des dates, des montants. Éric répondit d'abord avec la morgue polie des hommes aux dents blanches. Des erreurs, des malentendus, des opposants qui instrumentalisent. Puis l'avocat parla de procès médiatique. Je sentis la lassitude monter chez les invités. Ils ne croyaient pas à ce mauvais théâtre. Alors, Anaïs abaissa la voix et posa la question. Pas un piège, pas une embuscade. Une phrase simple, droite, déposée au milieu de la table comme une vérité nue. Monsieur Orval, votre épouse a témoigné sous couvert d'anonymat, de violences répétées. Reconnaissez-vous avoir levé la main sur elle? Le plan serra son visage. Dans ses yeux, quelque chose vacilla. Pas la honte, non, un calcul bousculé. On le vit chercher une porte, puis la trouver où il pouvait. J'ai été un mari. Exigeant. Il y a eu des disputes. Je n'ai pas toujours su me contrôler. Sa voix s'enroua. Je demande pardon. Ce n'était pas le repentir d'un cœur, c'était la capitulation d'un rôle. Mais les mots étaient prononcés. Ils sortaient de sa bouche sur une antenne nationale. Isabelle porta la main à sa bouche. Je pris la sienne. « Respire, ma fille », murmurai-je. Dans la lucarne, l'avocat tenta d'élargir la brèche. Monsieur Orval fera une déclaration écrite. Anaïs ne lâcha pas. « Une dernière chose, dit-elle. Votre beau-fils, Antoine, souhaitez-vous maintenir votre demande de garde alternée? » Il cligna, surpris d'être ramené à l'enfant quand il pensait sauver l'homme public. Il choisit de se redresser. Je me retirerai de cette demande. Il ne l'aurait pas fait sans les caméras. Il le fit pour eux, pour lui. Tant pis. Les mots, encore une fois, étaient tombés. L'émission s'acheva dans un brouhaha d'après-combat. Je coupai le son. La boutique resta silencieuse quelques secondes. Puis le monde revint par vagues. La rue, les pas, le voisin qui tousse, le cliquetis d'une cuillère dans la cuisine. Isabelle s'effondra contre moi, sans larmes. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « Non, » répondis-je. Mais la plus lourde pierre a bougé. Je sentis sa respiration ralentir contre mon épaule. Antoine entra en trottinant, brandit un pion de memory. « J'ai gagné, mamie !» Je ris. Un rire vrai, comme un pan de ciel lavé. « Bien sûr que tu as gagné !» Le soir, Théodore revint, hagard de fatigue, mais la bouche satisfaite d'un homme qui a vu un verrou céder. « C'est enregistré », dit-il en s'asseyant. « Les procureurs ont tout. Les aveux, même tordus, même partiels, devant caméra, c'est une pierre dans le dossier. Et la rétractation sur la garde, on va la faire acter demain. » Il nous regarda, l'une après l'autre. « Ce n'est pas la fin, mais c'est une bascule. »
Je me levai pour allumer la bougie de Jean. La flamme prit aussitôt, droite, claire. Je pensais à Carmen, seule dans sa chambre de Marseille, qui avait dû regarder l'émission le dos collé au mur. Je pensais à Madame Thérèse, qui avait dû tourner son écran vers la fenêtre pour que le voisin de palier en profite. Je pensais à Anaïs, à son carnet où les questions sont rangées comme des lames au bon endroit. Et je pensais à Éric, enfin, qui pour la première fois avait parlé sans que personne ne parle pour lui. Dans le couloir, la nuit s'était posée sans bruit. Je soufflais la bougie pour la rallumer demain. Et dans l'obscurité tiède, j'entendis mon propre cœur redescendre d'un degré. Non, ce n'était pas la fin. Mais nous avions franchi la crête. De l'autre côté, la pente menait à la justice. La vraie, celle qui parfois ressemble à un chemin pavé de mots qu'on a forcé les puissants à prononcer. La nuit qui suivit l'émission ne fut pas silencieuse. Dans la rue, les pas se faisaient rares, mais chaque bruit me paraissait amplifié, comme si la ville entière retenait son souffle. Isabelle avait fini par s'endormir, les paupières lourdes, la main posée sur celle d'Antoine. L'enfant dormait d'un sommeil profond, insouciant, comme seuls les enfants savent que le faire après une journée bouleversante. Quant à moi, je restais assise près de la fenêtre, le regard perdu sur les toits de la Croix-Rousse. Les paroles d'Éric résonnaient encore dans ma tête. Son aveu, maladroit, calculé. Mais aveu tout de même. C'était comme si le masque venait enfin de se fissurer. Et à travers cette brèche, l'air entrait à nouveau dans nos vies. Au petit matin, la lumière timide traversa les rideaux. Je m'étais assoupie, quelques minutes seulement, la nuque douloureuse. Je préparais du café. Le parfum se répandit dans la pièce comme une caresse familière. Isabelle me rejoignit, les cheveux en désordre, le visage marqué par la fatigue. Elle s'assit en silence. Puis, après un moment, ses lèvres murmurèrent « Maman, est-ce que tout ça va vraiment changer quelque chose ?» Je posai ma main sur la sienne. « Oui, ma fille, la vérité a une force qu'on ne peut pas arrêter, même quand elle sort de la bouche de celui qui l'a niée si longtemps. » Dans la journée, les journaux télévisés relayèrent en boucle les images de l'émission. On voyait Éric, tendu, essuyant la sueur sur son front, bafouillant ses excuses. Les experts analysaient son langage corporel. Les journalistes commentaient la portée de ses propos. À Marseille, devant le siège d'Orval Construction, des ouvriers manifestaient déjà, brandissant des pancartes improvisées. Nous voulons la vérité. Justice pour les familles. Pour la première fois, je sentis que notre combat ne se limitait plus à notre maison. Il débordait, il touchait d'autres vies, d'autres consciences. Théodore passa à la boutique l'après-midi. Il avait les traites tirées, mais dans son regard brillait une lueur déterminée. Il déposa sur le comptoir un dossier épais. « Marguerite, Isabelle, écoutez bien. Le parquet de Lyon a ouvert officiellement une enquête pour violence conjugale. Les aveux publics d'Éric pèsent lourd, et avec les témoignages de Carmen et les preuves recueillies, nous avons enfin un socle solide. » Isabelle inspira profondément, comme si elle recevait une bouffée d'air pur, après des mois d'apnée. « Mais, ajouta Théodore, ne croyez pas qu'il va se laisser abattre sans réagir. Il a encore des relations, des appuis, et certains tenteront de minimiser l'affaire. » Je le regardai droit dans les yeux. Nous ne reculerons pas après tout ça. Il hocha la tête. Je le sais, mais il faudra tenir, encore. Le lendemain matin,
Une enveloppe blanche nous attendait dans la boîte aux lettres. L'écriture élégante de l'expéditeur trahissait une main habituée aux signatures officielles. Isabelle hésita, mais je pris l'enveloppe et l'ouvris. À l'intérieur, une convocation au tribunal de Lyon. Audience prévue dans 2 semaines pour statuer sur la garde d'Antoine et sur les mesures de protection pour Isabelle. Mon cœur battit plus vite. C'était l'épreuve que nous attendions, celle qui scellerait, espérions-nous, la fin de ce cauchemar. Antoine entra à ce moment, tenant un dessin coloré. Il avait représenté une maison entourée de fleurs, et au centre, 3 silhouettes, une grande, une moyenne et une petite. « C'est toi, maman, et mamie, et moi », expliqua-t-il avec fierté. Je sentis mes yeux se remplir de larmes. Derrière les épreuves, il y avait cette vérité simple. Nous voulions juste vivre en paix, comme une famille digne. Les jours qui suivirent furent intenses. Carmen, fidèle à sa promesse, vint à Lyon. Elle portait dans son sac des documents, des copies de contrats, des relevés bancaires. Ses mains tremblaient quand elle les sortit, mais son regard restait ferme. « Je ne veux plus avoir peur, » dit-elle. Il m'a trop longtemps tenue sous silence. Je la pris dans mes bras. « Tu n'es plus seule, Carmen. » Anaïs vint également. Elle voulait préparer un reportage complet sur l'affaire. Dans la boutique, entre 2 nappes brodées, elle installa son micro et enregistra mes paroles. Je racontais sans détour les bleus d'Isabelle, les silences d'Antoine, l'indifférence de l'inspecteur Raymond, l'arrogance de Maître Rivière. Je ne cherchais pas les faits. Je voulais juste que la vérité circule, qu'elle ne puisse plus être enterrée. Anaïs prit des notes, le visage grave. « Votre voix, Marguerite, résonnera bien au-delà de Lyon, je vous le promets. » Ça dit pas. Un sourire alors que quand je fermais la boutique, une silhouette apparut au coin de la rue. Éric. Son regard était sombre, sa démarche lourde. Il s'approcha sans un mot, s'arrêta à 2 mètres de moi. Je sentis ma gorge se serrer, mais je restais droite. Il ouvrit la bouche, hésita, puis lâcha. « Vous avez détruit ma vie. » Sa voix était rauque, presque éteinte. Je répondis calmement. « C'est toi qui l'as détruite, Éric. Par tes poings, par ton arrogance, par ton silence. » Il détourna les yeux, puis fit demi-tour. Ses pas résonnèrent longtemps dans la ruelle. Je restais figée, la main posée sur le bois de la porte, consciente que la bataille n'était pas finie, mais que son pouvoir vacillait. Le matin de l'audience arriva plus vite que prévu. Nous nous rendîmes au tribunal, vêtus sobrement, le cœur battant. Isabelle serrait Antoine contre elle, et moi, je priais en silence, demandant à Jean la force de tenir. Dans la salle, la juge, une femme aux cheveux gris, nous observa longuement. Elle écouta les témoignages, examina les preuves, posa des questions. Éric tenta de se défendre, parlant de malentendu, de pression médiatique. Mais chaque fois, la voix de Carmen, les documents de Théodore, les images de l'émission venaient contredire ces mots. À la fin, la juge prononça sa décision. Isabelle obtenait la garde exclusive d'Antoine, et Éric se voyait interdit de tout contact jusqu'à nouvel ordre. Les biens de son entreprise étaient saisis en attendant les résultats de l'enquête financière. Isabelle se tourna vers moi, les larmes aux yeux. « Maman, c'est fini. » Je l'enlaçai, sentant son corps frêle trembler contre le mien. Dehors, le ciel de Lyon s'était éclairci.
Le soleil caressait les façades anciennes, et pour la première fois depuis longtemps, l'air semblait respirable. Antoine courait autour de nous, insouciant, rien aux éclats. Je levai les yeux vers le ciel et elle murmurait. « Jean, tu peux être fier. Notre fille est libre. » Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas seulement la fin d'un combat personnel. C'était aussi le début d'une reconstruction, d'une vie nouvelle, bâtie sur la vérité arrachée à la nuit. Et même si les cicatrices resteraient, nous marcherions ensemble, Isabelle, Antoine et moi, sous la lumière retrouvée. Les jours qui suivirent l'audience eurent d'abord le goût d'un grand silence. Ce n'était pas un silence vide, mais un calme plein, lourd de respiration retrouvée. Dans la boutique, j'ouvrais le matin comme je l'avais toujours fait. Rideaux levés, odeur de cire, tissus pliés par couleur. Pourtant, tout avait changé. Les clientes entraient avec le même sourire. Mais leur regard portait autre chose. Une chaleur grave, une reconnaissance muette. Certaines prenaient ma main entre les leurs, la serraient sans un mot, puis choisissaient une nappe comme on choisit un souvenir qui protège. Je me sentais vieille et neuve, à la fois, comme une maison qu'on a réparée sans la repeindre. Isabelle recommença à marcher d'un pas plus ferme. Ce n'était pas une force tapageuse, plutôt une verticalité discrète, un fil que l'on retend patiemment. Elle dormait encore par à-coups, se réveillait parfois au moindre bruit. Quand cela arrivait, elle se levait, allait voir Antoine, effleurait sa joue du bout des doigts et revenait s'asseoir dans la cuisine, une tisane refroidissante entre ses mains. Alors je me levais aussi, posais un châle sur ses épaules, et nous restions là, l'une près de l'autre, à écouter l'appartement respirer. Les nuits ne guérissent pas d'un seul coup. Elles apprennent d'abord à se tenir tranquilles. Un matin, Anaïs franchit la porte, un bouquet d'eucalyptus dans les bras. Elle sourit, plus lumineuse qu'à l'ordinaire. « Je viens vous dire merci, Marguerite, » dit-elle simplement. « Votre courage a donné des mots à d'autres femmes. Depuis l'émission, nous recevons des témoignages de Marseille, de Toulon, d'Avignon, des voisines, d'anciennes sœurs salariées, des proches. Certaines n'avaient jamais parlé. » Je posai ma main sur son bras. « Merci, Anaïs. Ce n'est pas nous qu'il faut applaudir. C'est la vérité qui fait son travail. » Elle secoua doucement la tête. « La vérité a besoin qu'on lui ouvre la porte. Vous l'avez fait. » Elle salua Isabelle, s'accroupit pour parler à Antoine de son dernier dessin. Puis, elle repartit, laissant dans l'air ce parfum frais de feuilles et de promesses. Carmen arriva, elle aussi, un sac léger et un dossier sous le bras. Elle avait troqué la fatigue tremblante pour une détermination calme. Nous l'installâmes dans la petite chambre d'amis, celle où la lumière de l'après-midi fait sur le mur un rectangle doré. « Je ne retournerai pas chez Orval, » dit-elle en posant sa valise. « Même si l'on me proposait de revenir, je ne veux plus mettre mes mains dans cette poussière-là. J'ai un entretien dans un cabinet honnête, plus petit, mais propre. » Elle baissa la voix. « Et j'ai porté plainte pour les pressions. On m'a dit qu'une association pouvait m'accompagner. » Je la serrai contre moi. « On ira ensemble, Carmen. Tu ne feras plus de démarches seule. » À Marseille, la façade d'Orval Construction commençait à perdre ses lettres. Les journaux racontaient que les biens avaient été saisis, que plusieurs marchés étaient suspendus, que des inspecteurs passaient au crible les comptes de la fondation de Madame Béatrice. On avait vu cette dernière quitter la villa au petit matin, une valise à la main, lunettes noires malgré la pluie,
sans un regard pour les voisins. Je n'éprouvais ni triomphe ni pitié. Les mères apprennent tôt que l'orgueil ne nourrit personne, ni les saints, ni les coupables. À Lyon, l'inspecteur Raymond fut muté d'office. L'enquête interne révélait des liens inappropriés, des manquements graves à la déontologie. Le jour où j'appris la nouvelle, je m'assis longtemps devant la bougie de Jean. J'eus envie de dire « Tu vois, ils finissent par reconnaître. » Mais les mots restèrent en moi, comme un pain qu'on partage en silence. Quant à Maître Rivière, son nom disparut des pages sociales des journaux pour réapparaître dans les brèves judiciaires. Il était entendu pour avoir conseillé des montages douteux. Je relus la ligne 2 fois, puis rangeai le journal. Les hommes assez savent si bien glisser que, parfois, il faut des pierres très rugueuses pour les ralentir. Éric, lui, passa de l'éclat à l'ombre. On le vit courir, tête basse, d'un cabinet d'avocat à l'autre. Parfois son image surgissait à l'écran. Les traits tirés, la cravate de travers, une phrase mal fichue sur les erreurs du passé. Je comprenais ce théâtre. Il se jouait pour ceux qui aiment pardonner d'avance aux puissants. Mais il n'y avait plus de siège pour lui dans nos vies. La juge l'avait dit. Pas de contact, pas d'approche, pas d'appel. S'il écrivait, c'était à son avocat qu'il devait parler. Et s'il se présentait, la police viendrait. Ce cadre très simple nous rendit un trésor qu'on oublie trop. La tranquillité. Ce fut dans ce nouveau calme que je remarquai pour la première fois le rire d'Antoine revenir sans prudence. Il riait à gorge déployée, la tête renversée, comme un enfant qui ne guette plus la porte du couloir. Il demanda à apprendre le point de feston. Je lui tendis un morceau de toile, une bonne aiguille à bout rond, du fil rouge. Il piqua la toile trop fort, se piqua le doigt, essuya la larme avant même qu'elle ne tombe. « C'est comme un soleil qui tient à la nappe », déclara-t-il en observant sa bordure irrégulière. « Exactement, » répondis-je. « Un soleil qui ne s'enfuit plus. » Isabelle retrouva du travail plus vite que nous ne l'aurions cru. Un poste de comptabilité dans une petite maison d'édition du quartier. Le premier soir, elle rentra avec un sac de livres et un sourire timide, presque surpris d'être restée si longtemps en vacances de sa propre vie. « Ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'une héroïne, » confia-t-elle. « Juste de quelqu'un de consciencieux. » Elle s'assit à la table de la cuisine, ouvrit un roman qu'elle n'avait pas lu. Je la regardais tourner les pages, et je pensais que la liberté ressemble parfois à un geste très ordinaire. Lire sans avoir peur du bruit de la serrure. Théodore continua de passer, moins souvent, mais avec la même délicatesse. Il n'évoquait de l'affaire que lorsque nous posions la question. « Le temps de la justice est lent, » rappelait-il, « mais il sait travailler quand on lui donne des pierres solides. » Il repartait toujours avec un petit paquet emballé de mes restes de gâteau, une plaisanterie dans la poche, une fatigue au coin des yeux. Un soir, je lui demandai « Pourquoi nous avoir aidés avec tant d'entêtement ?» Il eut un recul sincère. « Parce que Jean m'a appris à tenir droit quand je penchais, et parce que vous m'avez rappelé d'où vient la force. Pas des voix fortes, mais des voix qui ne lâchent pas. » Le quartier, lui, se mit à parler d'autre chose. Les bavardages reprirent leur ronde innocente. La pluie trop fine pour les jardins, la boulangerie qui avait changé de farine, l'ascenseur du numéro 12, qui, enfin, était réparé. Je mesurais au poids des mots que notre histoire quittait les lèvres pour entrer dans la mémoire, là où elle cesse de brûler pour commencer à éclairer. Madame Thérèse, dans son tablier,
continuait à glisser chez nous des pots de confiture comme on glisse des talismans dans les poches. Pour Antoine, disait-elle en clignant de l'œil, et pour vous, parce que le sucre, parfois, c'est la patience qui prend goût. Un dimanche, nous prîmes le train pour Marseille. Pas pour la faire, non, pour voir la mer. Nous marchâmes sur la corniche. Antoine courait devant, ramassant des cailloux qu'il classait par couleur. Isabelle et moi avancions bras dessus, bras dessous, comme deux compagnes d'une bataille rendue lointaine par la lumière. « Je ne sais pas si je pardonnerai un jour, » dit-elle sans me regarder. « Ce n'est pas une loi, » répondis-je. « On peut vivre en paix, sans se forcer à appeler pardon ce qui reste une cicatrice. L'important, c'est de ne plus porter sa faute à sa place. » Elle hocha la tête, et je sus qu'elle comprenait. Le pardon n'est pas un examen. C'est parfois seulement le droit d'avancer sans se retourner. Lorsque nous rentrâmes à Lyon, la boucle semblait s'être adoucie. Je repris mon ouvrage. Une cliente me demanda de broder au coin d'une nappe 3 initiales, reliées par un brin de laurier. Je traçais les lettres M, I, A, et je pensais, sans le dire, que ces 3-là, dans ma maison, avaient changé d'ordre. D'abord Antoine, puis Isabelle, puis Marguerite. L'amour d'une mère apprend à se mettre en 3e place, sans jamais descendre du cœur. Un soir de fin d'automne, Anaïs diffusa un dernier reportage. Non plus sur Éric, ni sur ses contes. Sur les femmes qui avaient parlé après nous. On y voyait des mains posées sur des tables, des profils, des voix sans visage. On y entendait des phrases droites, des silences dignes. Je regardais l'écran sans trembler. Il y avait dans cette suite quelque chose qui nous dépassait et nous portait. Quand le générique se termina, j'allumai la bougie devant la photo de Jean. La flamme monta d'un trait, sans vaciller. « Nous avons fait ce que nous devions », soufflai-je. « Le reste ne nous appartient plus. Je ne sais pas ce que seront les années qui viennent. Je sais seulement que nous avons appris à tenir la porte entrebâillée pour la lumière. » Antoine grandira. Il apprendra d'autres points que le feston, d'autres mots que peur et silence. Isabelle travaillera, rira davantage. Peut-être aimera de nouveau, ou pas. Cela lui appartiendra. Carmen remplira des colonnes claires, sans rature, dans un cabinet où la probité n'est pas un slogan. Théodore finira par s'asseoir plus souvent, par raconter peut-être les histoires d'autrefois où Jean et lui tenaient de la ligne contre la facilité. Et moi, je continuerai de plier des nappes, d'aligner des couleurs, de poser chaque matin une bougie devant un portrait qui ne vieillit plus. Parfois, des inconnus franchiront la porte de la boutique avec ce regard qui cherche un début de phrase. Je leur servirai une tasse de thé, je les écouterai. Elles repartiront peut-être avec une nappe, peut-être avec un numéro d'association. Je ne suis ni avocate, ni journaliste. Je suis une mère, une grand-mère, une femme qui a appris que la dignité ne crie pas. Elle tient comme le fil discret qui renforce l'ourlet, celui qu'on ne voit pas quand la table est dressée, mais qui empêche le tissu de se défaire. Ce soir-là, après avoir fermé la boutique, je restai un instant sur le pas de la porte. La Croix-Rousse sentait la pluie prochaine, et le pain chaud. Les fenêtres s'allumaient une à une, comme des yeux qui s'ouvrent sans peur. Je remontais l'escalier, déposais mon trousseau de clés dans la coupelle de faïence, passais la main sur la tête d'Antoine, qui dessinait un bateau au crayon bleu, et embrassais le front d'Isabelle, concentrée sur une facture qu'elle vérifiait. Je m'assis, pris mon aiguille, et repris le point. Une nappe blanche. Un bord simple.
Et au coin, 3 lettres minuscules, discrètes, que j'ajoutais pour nous. Monsieur I. Ah, je me dis alors que, si la justice ressemble parfois à un marteau, la vie, elle, ressemble à une couture, lente, patiente, obstinée, et qu'il suffit de reprendre le fil là où il s'est rompu pour que, un jour, sans qu'on sache quand exactement, la table soit prête de nouveau et la lumière tout à fait revenue.